Alors, voici une coïncidence préparée. Mathieu, bonjour. Tu arrives plus vite que tu pensais. Ben ouais, je me demandais si c'était une opération du Saint-Esprit ou Monsieur Moreau, son énergie qui m'avait magnétisé là, comme ça dans le show. C'est la même chose. Ouais. Vous Tout- m'entendez bien? Oh, Oui. très bien. Bon, juste pour vous expliquer, il y a une panne de courant dans mon quartier qui n'a pas encore été rétablie, mais j'avais déjà prévu, c'était une coïncidence préparée de ma part d'avoir une conversation avec le jovialiste André Moreau aujourd'hui, dont moi j'ai appris votre existence en fait quand je m'entraînais dans ma jeune vingtaine au gym de l'Université de Montréal. Et j'ai toujours eu la réputation d'être une espèce de philosophe itinérant, entre guillemets, au sens où je suis un philosophe par nature. Et j'étais en train de philosopher en 2 sets au gym. Et là, il y a un de vos disciples, je crois, malheureusement, je n'ai pas son nom, ça fait trop longtemps, qui m'a interpellé. Il m'a dit, vous, dans le fond, vous aimez ça, la philosophie, etc. J'ai dit oui. Il dit, est-ce que vous connaissez André Moreau? Donc là, j'ai dit non. Et là, il commence à me parler de vous, de votre œuvre, de vos 80 livres publiés, et compagnie. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement, comment dire, versé dans le jovialisme. Donc, c'est comme ça que j'ai connu votre existence. Puis, bref, de fil en aiguille, j'avais une question pour vous aujourd'hui. Oui. C'est par rapport, je me souviens encore à peu près dans les mêmes années, j'avais un ami qui faisait un doctorat en mathématiques. Et le gars, c'était une bolle. Il avait une moyenne universitaire parfaite, 4,3 sur 4,3, probablement un peu Asperger aussi. Il faisait 10 heures de maths par jour et tous les jours à 18 heures, on se retrouvait pour aller prendre une marche et discuter de choses et d'autres. Et à un moment donné, on était assis, puis il s'est tourné vers moi, puis il m'a dit, Matt, il dit des fois, genre, tu trouves pas ça épuisant d'être un clown? Parce que moi, je me revendique d'être un troll, d'être un clown, d'être un provocateur, d'être quelqu'un qui est dans la comédie et compagnie. Il me dit, tu trouves pas ça fatigant? Puis ça, c'est une phrase qui m'a hanté pendant longtemps. Je me disais, est-ce que, dans le fond, je fais une erreur d'être un clown? Est-ce que le sérieux, comme on nous a toujours dit, est plus important? Et là, ça m'a amené aux notions de tragique et de comique. Et c'est là que j'ai découvert un troisième terme, peut-être une troisième voie qui s'appelle le tragicomique. Et aujourd'hui, j'aime me qualifier, comme d'ailleurs la première pièce de théâtre de Pierre Corneille, qui l'a renié par la suite, qui s'appelait L'illusion comique. C'était sous-titré Tragicomédie. Et je me demandais comment est-ce que le jovialiste se positionne par rapport à ces trois notions-là de tragique, le bon vieux tragique grec, la comédie et la tragicomédie. Je vais vous répondre tout simplement par mon expérience personnelle. Dès que j'ai été en mesure de le faire, j'ai jeté par la fenêtre ou le balcon tous les crucifix et les livres pieux qu'il y avait chez nous. Ils avaient été disposés par mes parents, etc. Rejeter toutes les croix. Cela est un geste de pouvoir, car la croix représente l'expiation. Or, si vous en revenez à ma philosophie, l'être humain n'a pas plus d'importance qu'une carte à jouer. S'éveiller, c'est cesser d'être joué pour devenir le joueur. Mais chaque fois que l'on croit qu'il faut qu'on doit pour faire quelque chose, obtenir quelque chose, un état, c'est une erreur. J'ai un petit livre à publier très bientôt. Il ne faut rien. Il ne faut rien. Donc, si je regarde ma vie, je ne me pose pas ces grandes questions. J'ai, dans ma vie, refusé d'être un comique de scène, c'est-à-dire un humoriste qui allait faire rire la foule sur la scène. Et j'ai refusé d'être un homme qui acceptait la souffrance comme si on pouvait racheter des fautes imaginaires. Si nous sommes une carte à jouer, mes amis, je ne crois pas que l'on soit coupable de quoi que ce soit. Même quand on tue quelqu'un. Ben ça, c'est comme disait Donald Trump, il dirait, je pourrais tuer quelqu'un en plein milieu de la 5e avenue à New York et quand même être élu président des États-Unis. Une de ses quotes les plus mémorables. Il a tout compris. Hey,
Il y a des gens qui tuent beaucoup de gens. Hein. La plupart des chefs d'État sont des criminels. Certains. Regardez, certains, tous. Prenez un petit peu l'exemple que je vous donne. Supposons que vous vous lancez en politique. Vous êtes comme quelqu'un qui porte sur lui un habit de soie de 5 000 $. Mais il est évident que s'il entre dans une fosse à purin, il va être plein de merde. C'est ce qui se passe avec ceux qui font de la politique. Certains ont de très bonnes intentions, mais ils sont pleins de merde. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à ça, parce que moi, en fait, j'aime rappeler que les politiciens sont avant tout des êtres humains. Et donc, eux aussi habités ou possédés par la bonne vieille nature humaine. Donc, ils ne sont pas différents de nous. Et j'ai comme l'impression que c'est les gens, le peuple, entre guillemets, le démos, qui commet l'erreur de les mettre sur un piédestal, comme certains hommes vont mettre, par exemple, des femmes sur un piédestal, ce que la femme ne veut pas nécessairement, en les voyant comme des gens qui ne sont pas supposés commettre d'erreurs. Donc, les politiciens ne devraient pas commettre d'erreurs. Ce sont des gens qui sont investis d'un pouvoir noble, solennel, et lorsqu'ils sont élus politiciens, à partir de là, ils doivent devenir comme le pape, sa sainteté François, ils doivent devenir infaillibles. Et j'aime beaucoup la phrase de Raymond Aron dans l'Opium des intellectuels qui disait « Avant de juger les hommes politiques, on devrait essayer de se mettre à leur place. » Mais je ne dis pas ça pour les défendre. D'ailleurs, on pourrait parler vu que c'est d'actualité, M. Moreau, avez-vous entendu parler du Vinogate? Le Vinogate. Ben, je pense que M. Moreau, vous ne regardez pas la télévision, l'actualité, vous ne suivez pas les nouvelles. Pardonnez-moi, pas beaucoup. Moi, j'ai écrit un gros livre en 3 tomes, mon antipolitique. Et dans ce livre-là, je considère les politiciens comme des menteurs, des individus corrompus et qui sont complices du meurtre. Vous les mettez tous dans le même paquet, M. Moreau? Oui, même quand ils ont l'air innocents, comme nos bons dirigeants québécois. Mais on a un homme politique, Napoléon Bonaparte, de son petit nom. C'est un assassin. Qui disait, dans la vie, il y a 2 choses qui motivent l'être humain, la peur et l'intérêt personnel. Et pourquoi est-ce que moi, j'ai tendance à faire confiance aux politiciens? C'est parce que, surtout lorsqu'ils poursuivent leur intérêt propre et non pas celui du peuple, c'est que je me dis, à ce moment-là, ils ne me mentent pas. Car ils se comportent comme ils doivent se comporter anthropologiquement. Ils poursuivent leur intérêt personnel. L'erreur, c'est de croire qu'un être humain pourrait poursuivre l'intérêt d'un autre. L'intérêt d'un autre qu'il ne peut pas connaître, parce qu'on ne peut pas connaître les intentions et les besoins d'un autre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais M. Moreau, en terminant, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont dans la liste d'attente, je ne vais pas prendre trop de place, mais je vous explique le Vinogate, parce que ça, c'est comique, on parle des politiciens pleins de marde. Donc, ça vaut la peine d'avoir l'opinion d'André Moreau sur un phénomène politique, puisque, de ce que je comprends, ça n'arrive pas souvent. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un député péquiste, donc le Parti québécois, du nom de Pascal Bérubé, je crois député de Matane, cette espèce de bastion-là péquiste insubmersible. On sait que ça vote bleu en Gaspésie depuis toujours. Et lui, en fait, il a raconté sur un petit podcast dernièrement que durant la pandémie, alors que le couvre-feu était encore installé, il est en train de boire du vin. Il vidait une bonne bouteille de vin avec François Legault, son PM. Et là, dans le fond, l'heure du couvre-feu arrivait, donc Pascal Bérubé dit « Bon, ben écoute, François, je vais devoir te quitter parce que là, il faut que je rentre chez moi avant que tu fermes la baraque. » Et là, François, il dit « Ah, mais il dit, je peux te signer une feuille si tu veux. Je peux te signer comment ils appelaient ça, là, les feuilles qui permettaient aux gens de pouvoir circuler. Une dérogation, c'est ça. Et là, ça l'a fait un scandale. C'est en train de faire un scandale sur les réseaux sociaux. C'est récupéré par tout un chacun. Et je me demandais, vous, là, en tant que jovialiste, est-ce que François Legault et Pascal Bérubé n'avaient pas le droit de boire une bouteille de vin pendant la pandémie? Est-ce qu'à quelque part, genre, ça les humanise pas, cette bouteille de vin-là, genre, ce bon moment-là partagé? Ou est-ce qu'il faut s'indigner? Est-ce qu'il faut se dire que c'est des pleines mardes à cause de ça, là? Vous savez, j'ai une immense capacité d'oubli et je vais oublier votre question. Parce que mais Mathieu, c'est quoi? Je vais répondre, moi. C'est pas significatif. Je viens de vous dire que les politiciens sont des cuistres, des voleurs et des êtres corrompus. Et vous me demandez que pensez-vous de leur conduite? Mais je les mets entre parenthèses et je les annule. Okay. Que diriez-vous d'annuler vos préoccupations concernant ces gens-là? Juste avant que José réponde, j'appellerais pas ça des préoccupations.
Moi, ça m'amuse, en fait, ça me divertit. C'est un Ouais. spectacle, le spectacle intégré, comme disait Guy Debord. Et honnêtement, Permets-moi. j'espère que le spectacle va se poursuivre longtemps parce qu'à tous les jours, quand je regarde les nouvelles, I feel entertained. Mais Mathieu et Monsieur Moreau, moi je trouve que ça parle. Là où les gens mettent leur intérêt, ça en dit beaucoup sur eux. Puis c'est drôle que tu amènes ce sujet-là, puis on s'était pas du tout parlé de ça, parce que j'en ai fait mon sujet, j'en ai aussi à la radio, à Radio X, puis j'en ai fait mon sujet de ligne ouverte. Et j'étais la seule dans toute la ville de Québec et de tous les auditeurs qui disaient qu'ils avaient le droit de prendre une bouteille de vin. Puis en quoi que ça allait changer les choses, que c'est pas parce qu'il y avait le couvre-feu qu'il avait pas le droit de prendre une bouteille de vin, et peut-être même régler des choses en privé avant de les amener au grand public, qui sait. Mais c'est comme si ça avait donné un exutoire aux gens, toute la colère, tout ce qu'ils ont vécu, de la façon qu'ils se sont sentis méprisés pendant la pandémie, ça a passé dans la bouteille de vin. Tu sais, Mais c'est oui, écoutez, montons d'un niveau, là. Vous vous dites, ça sert à quoi de parler d'une bouteille de vin? Moi, je vous dis, ça sert à quoi de parler des politiciens? Ce sont des néants qui occupent le Parlement, les ondes, pour, comment pourrais-je dire, subordonner le public à des choses dépourvues d'intérêt. La mais politique, là, il y a le budget là qu'on va connaître là. Tu sais, s'ils décident d'augmenter la TVQ là, vous on n'a pas croyez? le choix de s'intéresser à la politique Ah, parce que ben la oui. politique Vous savez, il n'y aurait pas de budget ce soir si personne n'écoutait. Hein? ben il y en aurait quand même. Mais moi, je n'écouterais pas. Mais il va y avoir un budget quand même. Puis il Attendez, va y avoir des répercussions sur nous André, quand même. José, Permets-moi, est-ce que André Moreau est en train de nous dire que s'il n'est pas là pour l'entendre, lorsqu'un arbre tombe dans la forêt, l'arbre n'est pas réellement tombé? pour lui, oui. C'est comme, là, vous venez de poser une question intéressante. Berkeley se disait, est-ce que les arbres, mot à mot, qui sont dans nos forêts existent si je ne les vois pas? Et moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Berkeley et j'ai trouvé dans le texte de Berkeley qu'il suffisait de penser à la possibilité des arbres, simplement à leur possibilité, pour qu'ils soient directement liés à notre perception. La possibilité de toutes les choses vient de l'importance que je leur accorde. Mais vous, c'est que vous placez Dieu dans l'individu, ce qui est intéressant. Par contre, chez Berkeley, le Dieu est extra-individuel. Le Dieu est transcendantal. Et ce qui maintient ce qu'on appellerait en langage moderne la matrice ou la simulation. Vous venez de faire une généralisation que je ne fais pas. Vous dites que je place Dieu dans l'individu. Non, je dis que certaines personnes peuvent s'éveiller et devenir Dieu, mais pas toutes. C'est comme Jacques Lacan qui disait, je dirais la vérité. Jacques Lacan, un farceur, je l'adore. J'adore Lacan. Savez-vous ce que Lacan disait? Vous aviez interrompu ma phrase. Oh, excusez. J'étais trop enthousiasmé par la mention de Lacan. Oui, mais laissez-moi au moins finir ma citation, là. Bien sûr, allez-y. Jacques Lacan disait, je dirais la vérité, pas toute. Ça, le patou. Il écrivait ça en un mot, le patou. Il était comique, Lacan. Et savez-vous ce que Lacan a dit? Il a répondu à Fyodor Dostoïevski, l'écrivain russe que vous connaissez assurément. Qui disait Dostoïevski. Ah oui. Dostoïevski a dit une chose qui a inspiré beaucoup Nietzsche dans sa recherche philosophique sur le nihilisme. Il a dit, si Dieu est mort, alors tout est permis. Tout le monde connaît cette phrase-là. Mais malheureusement, peu de gens connaissent la réponse lacanienne. Il a dit, en fait, c'est l'inverse. Si Dieu existe, alors tout est permis. Parce que si cette monstruosité-là sémantique, cette chose-là absurde, indéfinissable et inconnaissable existe, alors tout peut exister, tout est permis, tout devient possible. Donc, l'existence de Dieu valide la magie, l'imagination et le tout est permis. Oui, écoutez, lorsque
quelque chose peut être considéré comme possible, en même temps qu'il peut être considéré comme impossible, il vaut mieux abandonner ce sujet puisqu'il est problématique et que ce qui est problématique ne nous mène nulle part. Ça Faites nous mène comme même moi. pas à. Mathieu, merci, ça fut une belle conversation. Oh, tu vois, la Disons que caméra s'éteint toute seule à Mathieu, j'ai même pas, elle s'est allumée toute seule, puis elle s'éteint toute seule. OK, il est de retour. Mais merci d'avoir été là. Ça fait merci plaisir. d'avoir occupé l'espace que j'aurais dû occuper. Puis en passant, je vous laisse sur une petite théorie du complot. Selon moi, Pascal Bérubé et François Legault sont des secrets jovialistes. Ils lisent André Moreau en secret et c'est pour ça qu'ils boivent du vin pendant le couvre-feu durant la pandémie. Ce sont des jovialistes inavouables. Il y avait quelqu'un à l'archevêché autrefois, un abbé, qui, le soir, avec une lampe de poche, en dessous de ses couvertures, lisait Moreau la nuit, pour ne pas qu'on le surprenne. Qu'est-ce qu'il lisait de Moreau, la Bible de la sexualité? Ou Non, à cette époque-là, je n'avais pas encore écrit ces livres-là. J'avais écrit, par exemple, Orgasme et être. C'est-à-dire que la jouissance mène à l'accomplissement beaucoup mieux que la douleur. Ne cherchez pas la douleur. Brûlez vos crucifix. Allez faire l'amour sur les autels des églises qui sont encore ouvertes. ça, je pense que vous l'aviez déjà dit et ça avait vraiment choqué, hein? Ben oui, que voulez-vous que je vous dise? Les gens sont à genoux devant un Dieu ensanglanté, puis ils veulent même pas avoir une éjaculation sur un autel. Voyons donc, vous comprenez bien que ces gens-là ont un pensée malsain. Aïe, aïe. Quand on préfère être un crucifié au lieu d'être un jouisseur, on n'est pas normal. On a des problèmes.